a gagné au-dessus de nos têtes. Ce n'est pas par hasard qu'il est là. Pourquoi tu dis ça? Parce que dans tous les westerns que je regardais petite, quand il y avait un rapace, c'était un signe. Ça aurait été un vautour, ça aurait été un mauvais présage. Mais là, c'est un bon présage. Oui. Ça veut dire que nous sommes sous la protection des esprits. Dans les Hautes-Herbes, une araignée interpelle l'autre. Il faut qu'on s'active. C'est une toile qui doit résister. L'araignée zigzague sur la toile qu'elles vont réparer, raccommoder. Vite, vite! Piler, réparer, retisser, solidifier la toile. Oh, le soleil va bientôt se coucher. Et tu m'as mis Gérard? La première fois que j'ai rencontré petite grand-mère, elle avait quel âge en fait? Je ne sais pas. Fine, vive, rapide, sans arrêt en activité, une fourmi. Peu avant l'heure du coucher, elle me demande. Non, ça peut encore arriver moins. Je n'ai jamais dormi dans un hamac. Ayo, petite grand-mère, m'installe le hamac. La moustiquaire qui va avec m'explique comment me mettre dedans, en sortir et surtout ne pas tomber. Grand-mère fourmi m'aménage un vrai abri pour la nuit. Ce soir, je vais bien dormir. Au matin, je la vois pencher sur un sac, un grand sac. Elle arrache les graines noires des bourres de coton et en détache les brindilles et bouts de feuilles séchées. Puis, elle se met à tordre le fil de coton. La fibre soyeuse lui glisse entre les mains. Les minutes s'égrènent, Ayo, petite grand-mère, file. L'heure s'étire, elle file toujours. Et file l'araignée. Petite grand-mère est devenue une moyowai. C'est sa belle-mère, la mère de son mari qui lui a appris à filer et à tisser le coton. Ayo avait 15 ans. Elle venait de se marier. Sa mère est morte en couche. Elle avait 6 ans. Orpheline, elle a été dirigée comme d'autres enfants du village vers le homme indien de Mana, tenu par les bonnes sœurs. C'est pas là-bas qu'elle aurait appris à filer et à tisser, non. Pour chacun des 12 enfants qu'elle a portés dans son ventre, elle a filé, tressé un cocon tout blanc, cadeau de bienvenue. Au moment où je la quittais, une araignée a filé dans le sable. Ayo m'a dit avec un sourire complice, « Attends, vous savez qui m'a modifié ?» Ablié à s'y causer la ça. « Eh, si c'est préparé, raconte, si c'est préparé, raconte. » Et tu n'as le bas pour le yanolai. Et tu vois l'autre, mais les bolés gosses, et les bolés yanolai. Les bolés yanou, c'est les bolés yanolai. Les bolés yanou, c'est les bolés yanou. Et tu n'as le bas pour le yanolai.
Echobolot, Menebolego, Senebole, Yanulai. Senebole, Yano, Senebole, Yanulai. Senebole, Yano, Senebole, Yano. Dulce bole, Molulai. Dulce bole, Yano, Seneyano, Molulai. Dulce bole, Yano, Seneyano, Molulai. Dulce bole mololai, dulce bole yano, seneyano mololai, dulce bole yano, seneyano mololai. Quand les eaux sont basses, je vois les roches gravées. Elles me rappellent aux ancêtres. Ils étaient bien d'ici. Bailan du pot. Le monstre venu avec les blancs les pourchassait inlassablement. Il avait ordre de les anéantir tous. Quand il avait rempli sa mission, il signait son passage en laissant son décompte de morts sur ces rochers. Ceux de Toumelin, près de Binistan, sur le Maroni. Ceux de Paris-Acabo, à Kourou. La nuit est tombée. Je dois dormir chez vous. C'est ça qu'il dit en se présentant à toi. Et toi, tu lui donnes le droit de tendre son main, tout encarné. Il s'installe, les voiles de la mort, et la désolation tombe sur ton village. Ouais, mais tu dis qu'il, Bailan du pot, était-il homme ou femme? Venait-il du Brésil ou du Suriname? Était-il blanc ou amérindien? On te dira qu'il était tout ça. Et plus que ça. Mais surtout, il avait quantité et quantité de bouches sur le ventre et dans le dos. Des bouches sur le ventre et dans le dos. Oui, mais tu ne les vois pas. Bailan du pot a toujours habillé une chemise et d'un pantalon. Il est mort tous les Amérindiens qui rencontrent dans le village. Et ceux qui ont fui, il ira les pister, les débusquer avec son chien. Ce monstre, nous ne le connaissions pas avant l'arrivée des envahisseurs blancs. Il a débarqué avec eux, bien sûr. Et même si durant la traversée, il s'est choisi quelques-uns parmi eux pour se nourrir. Il faut croire que nous les Amérindiens, on était d'un goût meilleur, parce que chez nous, ça a été l'hécatombe. Nos flèches, nos sabres et même leurs bâtons à feu sans épée sur lui devenaient dangereux pour nous, parce qu'une goutte de son sang en faisait couler. Naissait aussitôt une autre créature, tout aussi féroce que lui. Un clone, quoi. Une poignée de survivants avait réussi à atteindre Kawilundu, les trois îles, vous connaissez, nombre de Kourou, et les envahisseurs ont appelé, ont nommé Triangle Maudit, puis île du diable, puis île du salut, puis les gens chantaient, dansaient, frappaient la terre de leurs talons pour appeler à l'aide les esprits protecteurs. Bailan du pot est sur l'autre rive. Il ne peut pas traverser. Les requins lui barrent la route. Bailan du pot se change en caïman. Les chamans font appel à l'esprit des requins. Bailan du pot devient guêpe. Les chamans lui envoient une nuée de libellules. Il se fait Les colibri. chamans demandent de l'aide aux Pagani. Les yeux du ciel s'élèvent dans les airs et... Le jour-là, il n'y a pas eu de marque sur les rochers. Non, il n'y a pas eu de marque sur les rochers. Non, il n'y a pas eu de marque sur les rochers. Bichonaleur, Bapambolo, Yanonai. Bichobolot, Melebole, Senebole, Yanonai. Senebole, Yano, Senebole, Yanonai. Senebole, Yano, Senebole, Yano. Dulce bole, mololai. Dulce bole, Yano, Seneyano, mololai. Quand toutes choses sont basses, je vois les roches gravées.
Elle me rappelle mes peurs, nos peurs, nos luttes et résistances face à l'oppresseur, bien décidé à nous extirper, à nous faire disparaître de la terre-mère. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, je peux crier son nom autant de fois que je veux. Bailan de pauvre. Bailan de pauvre. Avant, j'avais peur. Et je l'appelais Ononé, le dévoreur. Sans lui dire trop fort. Ononé. 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 Aujourd'hui, toi aussi tu as le droit de crier. Allez, viens. Il faut que nos cris résonnent dans la tête des descendants. Qu'ils sachent que nous sommes toujours là et qu'il n'a pas totalement réussi à nous exterminer. Bailan de pauvre. Bailan de pauvre. Mon mari est mort. Mes oncles voilà aussi. Je suis restée ici. La oncle est fait. La oncle est mouru comme l'oncle est mangé moi. C'est comme ça qu'a démarré notre conversation à deux pas des énormes sacs de sable retenant la dune de Goro. Akimé, 83 ans, peut-être 85, à la parole droite et assurée de celles qui ont beaucoup vu, beaucoup vécu. Une parole tout en même temps, de réaliste, comme celle du jeune enfant. Ainsi, quand je l'ai questionnée sur son âge, elle m'a répondu « Faut pas oublier, faut pas qu'à compter tant encore. » Akimé perd très tôt ses parents. Elle va vivre une enfance solitaire auprès de sa grand-mère à Pouchoua, que l'on nomme aussi la Potinière, puis à Kouachi. Et puis la grand-mère meurt. Alors, elle est accueillie par ses oncles. Ah voilà. Elle s'y marie. Et la voilà soudainement entourée. Oncle, mari, belle-mère, belle-sœur, enfant. Akimé a enfin une famille. Mais ce matin, son mari lui dit elle lui répond oui, d'accord, je te suivrai. Oui, d'accord, elle a aussi répondu quelques années plus tard, quand il lui a fait part de son devoir d'assister son grand-père et de devenir piaille. Oui, d'accord, il veut dire, je serai à tes côtés, tu peux compter sur moi. Et ça n'était pas les paroles en l'air. Parce que Akimé a été l'épaule sur laquelle son mari s'est appuyé. Elle a été ses yeux, ses oreilles aussi, et bien des fois son porte-parole. Femme de chamane, elle reste sous la protection des esprits qui furent les alliés de son mari. Mais ce que j'ai vu de mes yeux vus, moi, c'est qu'elle est aussi sous la protection de son chien noir créole. Parce que pendant tout le temps que j'ai conversé avec elle, le chien n'a pas bougé. Il n'a pas émis un grognement, un soupir, rien. Il est resté là, couché, dessous le banc sur lequel j'étais assise en face d'elle. Et il n'a pas bougé. Akimé me montre les derniers colliers de perles qu'elle a confectionnés. Elle en produit bien moins qu'avant. En pas qu'à vrai encore. En pas qu'à vrai si tout là. Il n'a qu'à chaper au roi de ses côtés. Alors, qu'en est-il de la rencontre entre les Amérindiens et les Blancs depuis leur arrivée ici? On va dire
que c'est une longue marche accidentée, les premiers vers les seconds et les seconds vers les premiers. Et que cette marche est loin d'être terminée. Pourtant, la rencontre avec le blanc, tout comme la rencontre entre la terre et la mer, était prévue dès le départ, dès le commencement des commencements. Comme dans ce mythe de création avec les jumeaux Hippie et Joy, tu connais? Non, peut-être, mais vas-y, raconte. Dès ensemble, Hippie et Joy cheminaient d'un même pas sur Terre pour créer le monde amérindien. Joy, le cadet, était le bâtisseur. Il avait une idée, il l'exprimait et ceux qui l'énonçaient se manifestaient. Mais Hippie, l'aîné des jumeaux, en maître d'œuvre, veillait à ce que son frère n'exprime pas d'idées pouvant nuire à leur création et à la communauté. Joy rêve dans un palmier à sailles. Il monte jusqu'au sommet de l'arbre. Il scrute l'horizon. Il va au-delà de ce qu'il peut voir, de ce qu'il peut saisir, de ce monde en devenir, et il s'écrie. Là-bas, ils viennent de très loin. Ils sont blancs, tout blancs. Ils portent de longues barbes. Ils se rapprochent. Ils sont armés. Ils vont nous anéantir. Tu n'aurais pas dû dire ça, Joy. Tu as dit et tu as créé les blancs. Ils existent désormais. Ça prendra du temps, mais ces gens arriveront sur nos terres. Tu l'as dit. Je fais des reproches, Hippie. Mais dès le départ, nous avons créé le divers, le différent. Nous avons créé le sable noir, le sable blanc, le caïman noir et le caïman blanc, les épices rouges, les épices noires, les épices blancs. Oui, tu as raison, Joy. C'est ainsi. Mais j'ai un récit qui explique tout autrement l'origine des Blancs. Ah, ce n'est pas étonnant. Nous, peuple amérindien, nous avons une foule d'histoires où il est question de leur arrivée, de leur origine. Tantôt ils viennent d'ailleurs, ce sont de parfaits étrangers qui vont nous détruire. Tantôt ce sont des frères par-ci loin qui vont revenir. Tantôt ils sont des émissaires des dieux. Tu la connais, mon histoire, ou je continue? Non, je pense pas. Comment? Alors voilà. Une jeune femme vit isolée dans la forêt avec ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces. Elle aimerait bien, elle aussi, se marier, fonder une famille, mais pas un prétendant à des kilomètres à la ronde. Alors, elle se met à leur aider, ce prétendant. Un soir, elle s'endort, et dans son sommeil, lui apparaît une branche d'arbre. Tôt le matin, elle s'enfonce dans les bois. L'aîné de ses frères demande au plus jeune, « Sais-tu ce qu'est allé faire notre sœur? Je l'ai vue qui se pressait dans les bois. » Je crois qu'elle est allée rejoindre une branche. Elle l'a rêvé cette nuit. Va vite couper cette branche. Le frère Cartier part immédiatement et chrap, il arrache la branche de l'arbre. Qu'à cela ne tienne, le soir même, la sœur rêve d'un cerf. Elle va lui apporter de la crème de manioc le lendemain matin. Du coup, il y a la ligne. Les frères voient leur sœur avec le cerf. L'animal resté seul, il l'encercle, il le tue, le découpe et l'emporte à la maison. La jeune femme a alors une autre mission, celle de poisson. Et vite, au petit matin, elle rejoint le poisson à la rivière avec le Kouyayali. N'y allez pas, crient les épouses à leur mari. N'y allez pas, votre sœur ne se laissera pas faire. Cette fois, elle va vous combattre. Lorsque vous avez tué le cerf, elle a menacé de partir avec nos enfants. N'y allez pas,
laissez-la à sa proie magique. Mais les frères s'en vont et rapportent le poisson. La sœur aussitôt court à la rivière. Là-bas, elle rêve de ses neveux et de ses nièces qui la rejoignent les uns après les autres à la rivière. Dans l'eau, il plonge. Avec elle, il se baigne dans l'eau. Puis, il monte se réchauffer sur une grosse roche en plein soleil avant de replonger dans l'eau avec elle. Et toute l'après-midi, ils vont plonger et se réchauffer sur la grosse roche. Ça s'est répété aussi le lendemain, le surlendemain, et pendant plus d'1 mois. Jour après jour, les mères voient leurs enfants s'éloigner, se détacher d'elles. Elles les appellent. Venez manger un bout de foie de tortue. Qu'est-ce qu'il y a? Venez manger un bout de foie de tortue. Ils plongent. Plus rien de ce qu'elles les proposent ne les attire. Jour après jour, leur peau devient de plus en plus claire. La dernière fois qu'elles les ont aperçus, ils se chauffaient au soleil sur un rocher, loin, très loin. Ils étaient totalement blancs. Quand les parents les ont appelés, ils ont plongé dans le fleuve et les parents ne les ont plus jamais revus. La musique éclate, la mobilette s'arrête, la scie rugit, et moi, j'entre avec Saïmané dans la ronde de ses souvenirs. Un long fil qui se déroule et s'enroule en spirale de Arwana à Saint-Laurent, en passant par Chimini, la Yaoundé, la Poitiers, Mana, Kaki. Saïmané a 14 ans. Mariée depuis ce matin, elle quitte Arwana pour Chimini. Elle avance dans le sable avec sa petite valise à la main. Le jeune homme qui marche à ses côtés, son mari, a 21 ans. Il ne la touche pas. Ce soir, il ne lui demandera rien. Pas même un petit bisou, dit-elle. Partagerait-il sa peine, sa peur aussi? Ils ont eu 6 enfants quand même. Et ils vieillissent de concert et en complicité. N'empêche que pour ces enfants, Saïmané a refusé tout mariage convenu. J'étais passée par là, je me suis dit que mes enfants ne subiront pas la même chose. La musique s'emballe, la scie cymbale, la mobilette pétarade, pas très loin de la crique Costouine, à Yaoundé, un échafaudage en bois fiché dans l'eau. C'est là qu'on exécutait les bagnards du camp. Les gardiens faisaient sonner la cloche et les Amérindiens un peu plus loin se demandaient comme à chaque fois, mais qu'avaient donc fait ces hommes? Pourquoi les avait-on déportés aussi loin de chez eux? Et pourquoi les faire tant souffrir? J'ai lu, me dit Saïmané, je ne sais plus où, que pour rien, on les condamnait au bagne. C'est vrai qu'ils nous faisaient peur et qu'on ne s'approchait pas d'eux. C'est vrai qu'on n'était pas rassurés quand on passait en pirogue devant eux et qu'ils nous faisaient comme s'ils voulaient nous trancher le cou. Mais quand même,
La mobilette pétarade, la musique se désole, la scie s'envole. Il y a eu dans notre famille un blanc, un ancien bagnard sans doute. Il a eu 5 enfants avec mon arrière-grand-mère, puis il est parti. Il a fait halte à Mana, où il s'est marié à une créole avec qui il a eu 5 enfants, je crois. Ces enfants, tous, ne se sont jamais rencontrés, jamais fréquentés. La cigronde, la musique s'impatiente, la mobilette pétarade. Dans Paris, au jardin d'acclimatation des Caligna meurent du froid. Ils ont traversé l'océan pour des démonstrations de danse et de chant. Ils ont été obligés de porter leur tenue traditionnelle. C'était l'hiver. Beaucoup ne sont pas revenus. La musique pleure sur le carré. La mobilette se tait, la scie aussi. Un voisin veut parler à Saïmané, son mari nous rejoint. Les jeunes cherchent sa petite fille. Le chat miaule, se frotte contre ses jambes. Une araignée grimpe, danse et s'immobilise sur la moustache du chat qui se tourne vers moi. Et on est divisé. Il est raccommodé. Et parfait. Raccommodé. Hello, me ko adoye mamaru manumai. Watch your body muluma, pinyon waru shumanai. Uane, uane, uane de. Hello, me ko adoye mamaru manumai. Watch your body muluma, pinyon waru shumanai. Panagara, Panagara, Uanede. Hello, me ko adoye mamaru manumai. Watch your body muluma, Dunarude shumanai. Panagara, Panagara, Uanede. Hello, me ko adoye mamaru manumai. Watch your body muluma, Dunarude shumanai. Un beau jour, ils sont arrivés dans le village. La veille, les animaux de la forêt s'étaient montrés inquiets. Et une grande tristesse régnait chez les habitants, sans qu'on sache pourquoi. Au matin, les hommes rassemblés sur la plage comme chaque jour conversaient. Tout à coup, au loin, une étrange créature, un poisson énorme avec des ailes qui se dirige droit vers eux. Une chauve-souris géante. Elle se cache derrière les vagues. Elle réapparaît et disparaît, réapparaît. Droit vers la plage, elle continue à avancer. À la pointe de Yalimapo, les Calignas vont se poster pour mieux observer cette chose étrange. La chauve-souris devient un kanawa aux grandes voiles qui avance lentement dans l'embouchure. Les voiles claquent au vent. Dedans, des hommes, des humains. Ils ont la peau blanche. Ils sont velus. Ils ont des yeux clairs, mais pas un œil. Ils ne viennent pas en amis. Il ne faut pas les laisser poser pied sur cette terre. Il faut qu'ils partent. De la terre ferme,
Les Kalignans ont lancé en l'air leurs flèches, qui en pluie sont retombées sur les Paranangolais, les obligeant à faire demi-tour. On les croyait partis à tout jamais. 3 mois plus tard, 3 grandes caravelles surgissent dans l'estuaire. Les Kalignans, oui, les Kalignans. Les Kalignans les accueillent. Dale castellano para Nanguru, dale castellano para Nanguru, Monacalu pewa la kama baluse, Monacalu pewa la kama baluse para Nanguru. Dale castellano para Nanguru, dale castellano para Nanguru. Monacalu pewa la kama baluse, Monacalu pewa la kama baluse para Nanguru. Dale tous les cassés para Nanguru, dale tous les cassés para Nanguru. Monacalu pewa la kama baluse, Monacalu pewa la kama baluse para Nanguru. Dale tous les cassés para Nanguru, dale tous les cassés para Nanguru. Monacalu pewa la kama baluse, Monacalu pewa la kama baluse para Nanguru. 3 grandes caravelles surgissent dans l'estuaire. Les Kalignans les accueillent. Où vas-tu, toi le blanc? Ne vois-tu pas que mes armes sont puissantes et que quand je vais brandir mon arc, tu tomberas fléché? Allez, avance et tu verras. Je vais te détruire, je vais t'éliminer. Dale castellano para Nanguru, dale castellano para Nanguru. Monacalu pewa la kama baluse, Monacalu pewa la kama baluse para Nanguru. Dale tous les cassés para Nanguru, dale tous les cassés para Nanguru. Les 3 caravelles avancent lentement, inexorablement. Elles franchissent sans le savoir la ligne visible d'une portée de flèches. Le chef des Kalignans lève la main et une pluie rageuse de pointes lacérées s'abat sur elle en un seul sifflement. Les paladins de leur cri d'affolement se mettent à tirer en l'air tout azimut. Mais vas-y toi, arrêté avec un fusil, des flèches qui te tombent dessus en continu. Pour la 2e fois, les Kalignans envoyaient les paladins de chez eux. Pour la 2e fois, ils rapportent à leur roi l'impossibilité qu'il y a à combattre ces guerriers Kalignans forts et courageux et de plus en plus nombreux. Mais le roi, pris par la fièvre de l'or, ne veut rien entendre. Vous allez y retourner et leur faire la guerre, une vraie guerre, pour récupérer cet or qu'ils défendent si âprement. 6 mois plus tard, ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 caravelles chargées de poudre, de balles, de fusils, de canons qui naviguent vers l'estuaire du Maroni. De loin, on entend le ton, ton, ton des canons. Les Kalignans leur répondent au son du Sampoula. Les guerriers Kalignans sur la pointe de la Yalimapo sont de plus en plus nombreux. Une à une, les flèches s'envolent sans s'arrêter. Les tirs des canons font des ravages dans leurs rangs, mais les fiers guerriers Kalignans continuent à flécher l'envahisseur.
Les caravelles accostent. Les blancs, avec les pointes de leurs fusils, forcent le passage. Les guerriers les accueillent en leur fracassant le crâne avec leurs casquettes. Mais les Palanagueleurs ont l'avantage des canons. Beaucoup de Kalignans sont tués. Les Palanagueleurs ont gagné la partie. Les canons se taisent. Les Kalignans abandonnent la place. Un chef Kaligna se met face au chef des Palanagueleurs. C'est toi le chef. Je le suis moi aussi. Battons-nous, toi et moi. Ta mort ou la mienne décidera de la fin de cette bataille. La lutte à mort commence. Les combattants sont forts tous les deux. Le combat est dur, mais le blanc à un moment projette au sol le Kaligna et lui brise la nuque d'un coup de poing. Il se saisit alors d'un drapeau et il le plante dans le sol. Puis il grimpe sur le cadavre du chef, s'assoit sur lui et lui dit « Tu vois, je suis le plus fort. Je suis plus fort que toi. Je viens de te tuer et personne ne nous détruira. » Et tandis que les Kalignans quittent le village pour aller vers le fleuve, vers les collines, vers l'intérieur, les Palanagueleurs y entrent et cherchent l'or. Des poteries, des vases, ils ont trouvé. Les caravelles lèvent l'encre. Les Palanagueleurs laissent derrière eux une terre rouge de sang. Non, ça suffit. Tu détruis tout sur ma terre et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ici, c'est chez moi. Est-ce que c'est avec l'or que tu vas nourrir tes enfants? Est-ce l'or qui va changer ta vie? Toi, l'étranger, toi qui as traversé les océans, ça fait un moment que tu détruis ici. Tu détruis ma terre. Ici, c'est chez moi. Les eaux, les rivières, les fleuves, les forêts. Ici, c'est chez moi. Et j'aime ma terre. Ouane, 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 pero me cobato y mamar watch your body molama, vinyo na le shubanae. Je voulais voir le frère, et c'est la sœur qui a parlé. Son frère lui laissant volontiers cette place, Cécilia a raconté leur enfance à Mana. Elle a raconté aussi cette complicité qui les unit tous les deux. Mais c'est ensemble qu'ils ont présenté leur mamie créole Fidélia, leur nounou en fait, et Papy Léon qui vendait des bonbons. Et puis, Cécilia est scolarisée au homme indien de Mana. Elle y va ensuite à celui de Kourou. À 15 ans, elle quitte le homme de Kourou avec la ferme intention de ne plus y retourner. Mais à la fin des vacances, les bonnes sœurs débarquent chez ses parents. Où est Cécilia? Où se cache-t-elle? Elle les avait vues arriver. Elle s'est enfuie en criant à ses parents. Les sœurs veulent m'envoyer dans leur école, leur séminaire en France. Je n'irai pas là-bas. Je ne veux pas qu'on m'éloigne de vous encore une fois. Cécilia court dans la forêt. Tu es tellement belle, Cécilia, tellement mignonne. Esprit du manquier, toi si jeune, si vigoureux, aide ma fille, je t'en prie.
Il faut donner ta beauté au Seigneur et qu'elle soit en bonne santé, en pleine de vie comme toi. Priez toute ta vie pour le remercier. Les paroles de la Mère supérieure qui veut la pousser à devenir religieuse se mêlent à la prière de ce que son père fait au manquer devant leur maison. Elle a 7 ans à ce moment-là. Elle voit la fièvre typhoïde depuis un mois. Elle voit son père enlacer le manquer. Elle l'entend lui demander aide et protection. Cécilia court dans la forêt. Cours, Cécilia, cours. Elle va droit à l'arbre le plus grand. Elle l'embrasse. Arbre, je suis venue te voir pour que tu me protèges de ces femmes qui veulent me faire partir loin d'ici. Au nom de Dieu, aide-moi là, aide-moi. Cécilia grimpe dans l'arbre, et là-haut, avec les feuilles, les petites branches, les lianes, elle tresse l'abri dans lequel elle se tapit. Derrière ce filet, on ne la voit pas, mais les sons sont en alerte. Elle perçoit les moindres bruits sombres de vibrations, telle une araignée. Tard le soir, elle est descendue de l'arbre. Les religieuses avaient rejoint leur retraite. Elles ne reviendront plus. Alors, les feuilles autour se penchent vers moi. Ils me chuchotent. Dans la musique, elle est. Et qu'en est-il de la rencontre entre les Amérindiens et les Noirs? Des histoires nombreuses, le choc, le trac, de délation, d'alliance, d'entraide, de pure fraternité circulent entre ces deux communautés, l'Amérindien et le Noir marron. Oui, et c'est par nous les Wayana, les vrais Wayana, que les Aloukou ont été sauvés. Et j'étais là, moi, le pêcheur. Ce jour-là, j'étais à la pêche, comme tous les jours. Sinon, j'ai vu une bande de couvarous s'agiter au pied d'un génipas. Vite, je me rapproche pour saisir cette chance. Mais sitôt sous l'arbre, je reçois une pluie de couilles de génipas sur la tête. Je lève les yeux et je vois une jeune femme à Aloukou blottie dans le feuillage de l'arbre. Elle est enceinte. Elle se cache. Et donc, à Tapola, j'ai entendu dire que les Djuka la cherchent. Elle est la seule survivante du massacre qu'ils ont perpétré contre le village Aloukou. Je lui parle en essayant d'être le plus rassurant possible. N'aie pas peur, Atapola. Je suis Naïmé du village d'à côté. Saute, saute, saute dans mon canot, je t'emmène chez les miens. Nous te protégerons. Atapola finit par accepter. Elle me rejoint dans la pirogue et c'est caché sous les filets de pêche que je l'emmène au village. La sachant en grand danger, les Djuka sont toujours à sa recherche. Nous lui proposons de se réfugier à l'intérieur d'une grande poterie. Le lendemain, les Djuka débarquent dans le village. Où est Atapola? Est-elle venue ici? Atapola? C'est la femme qui s'est enfuie? Non, je ne l'ai pas vue, répond le chef du village. D'accord, c'est la seule qui manque. Quand vous l'aurez trouvée, vous nous la ramenez. Nous allons vous la ramener. Vous savez, nous ne l'aimons pas. Nous n'aimons pas les Aloukou parce qu'ils veulent nous anéantir. Nous reviendrons. Et une semaine plus tard, les Djuka sont de retour. Est-ce que Atapola est là? Pas du tout, Atapola n'est vraiment pas ici. Nous ne l'avons pas vue. Plusieurs nuits ont passé et rien. Elle n'est pas apparue. Peut-être qu'elle est déjà morte. Oui, peut-être qu'elle est déjà morte. Tant pis. Atapola et ses descendants feront plus tard un village de l'ancien, à l'emplacement de l'ancien village Tatou. La nation Aloukou était recréée. Et c'est nous, les Wayana, qui avons ressuscité les Aloukou en protégeant leur mère, Atapola. De l'autre côté du fleuve Maroni, dans le village de Kalawachiondo,
Un grand-père raconte une autre rencontre des Noirs marrons avec les Amérindiens et l'origine des Kali'na mulatto à ses petits-enfants. Il y a bien longtemps, 350 ans maintenant, les Anglais furent chassés de nos côtes par les Hollandais. La guerre des Indiens, ou plutôt ce qu'on a appelé la guerre des Indiens, a commencé presque en même temps. Les Arawaks et les Kali'na se sont alliés pour chasser les Européens de leurs terres. Ils détruisent, ils brûlent les plantations des colons, partout où elles sont florissantes. Les groupes de Noirs esclavisés s'échappent des plantations attaquées pour gagner la forêt. Et dans les bois, les fugitifs se regroupent et ils prennent le nom de Kondinengue. Ils rejoindront les guerriers amérindiens pour combattre les colons. Mais l'alliance entre les combattants Arawaks et Kali'na s'effondre, se détisse. Les Arawaks se rangent du côté des colons. Dès lors, la guerre devient celle des Kali'na alliés au Kondinengue contre les colons et les Arawaks. Au bout de 8 années, les colons concluent un traité avec les Indiens de la colonie. Les Kondinengue n'y figurent pas. Seuls, ils vont être obligés de s'enfoncer encore plus loin dans les marais parce qu'ils sont traqués, autant par les Blancs que par les Amérindiens maintenant, certains. Mais de ces noirs marrons, dit-on, vont naître les Bushinengue, que nous connaissons de nos jours. Mais bien avant cette période, dit le grand-père, les Noirs s'étaient enfuis des plantations aidées par les Kali'na de la côte, qui fournissaient les planteurs en poissons et en gibier. C'est comme ça que les Amérindiens de la forêt marécageuse ont vu arriver les premiers Noirs chez eux. Ils vont se connaître, ils vont s'apprécier et des fois se détester. Le marron va apprendre à vivre dans les marais, à s'y cacher, en cigare chaud dans l'eau, équipé de bambous, et ainsi faire perdre leurs traces aux chiens pisteurs des colons et de leurs alliés qui les traquaient. Les amours naissent, bien sûr, entre Amérindiens et Noirs. Et de ces amours, des enfants métis dont on disait qu'ils avaient l'air africains et qui parlaient Caraïbes. Certains d'entre eux retournent vers la mer. La rencontre avec les Kali'na de la côte a donné naissance au mulatto, au Suriname. Il avait de la poigne, j'avais du caractère. Nous avons eu quelques grosses disputes, mais nous avons réussi à collaborer pendant 7 ans, me dit fièrement Kaiwala à propos de son oncle, qui fut l'un des premiers chefs coutumiers de son village et qui l'a initié, sciemment ou non, à cette fonction. Kaiwala était restée des années hors du pays. Elle revient dans son village avec son conjoint. À peine elle a posé ses valises que le chef coutumier, son oncle, est sur le pas de sa porte, chargé d'une pile de dossiers. Je dois créer une association pour le village et j'ai besoin de votre aide. Et pour le mari, j'ai pensé à vous comme président. Je ne suis pas amérindien, répond celui-ci. Je laisse volontiers la place à ma conjointe. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, mon oncle et moi, me dit Kaiwala. Et c'est comme ça que je suis devenu le bras droit du chef coutumier, jusqu'à le remplacer à certaines occasions. Je l'ai accompagné jusqu'à sa mort. Il avait de la poigne, j'avais du caractère. Même malade, il est resté chef coutumier. On l'est à vie, disait-il. Ça n'a pas toujours été facile avec lui, mais j'ai appris. Oui, j'ai appris. Le temps du deuil a passé. Il fallait élire un nouveau chef. Je ne me suis pas présentée, je n'étais pas candidate. Pourquoi tu ne
serais pas notre chef, lui a dit le conseil des anciens. Tu connais le travail. Tu as assisté l'ancien jusqu'à sa mort. D'ailleurs, on ne voit pas qui d'autre que toi pourrait remplir ce rôle. J'ai été élu chef de ce village à main levée. Le jour de mon investiture, je vais m'asseoir sur le moulet que mon oncle, le précédent chef coutumier du village, avait sculpté. Et à ce moment-là, je le vois apparaître. Avec un large sourire, il me dit « C'est bien, ma fille, c'est bien. » À l'instant où ma tante me pose sur les épaules la cape, c'est mon arrière-grand-mère que je sens à mes côtés. Et je l'entends qui me dit « Je suis, nous sommes toutes fières de toi. » Et au moment où je reçois le Oumali, la coiffe sur ma tête, mon arrière-grand-mère, grand-père est à mes côtés, le fondateur du village. Il a les yeux qui brillent. Il me dit « Tu es Yokoto, ma fille. » Dans les hautes herbes, les araignées s'activent. Vite, vite, le soleil disparaît. Vite, vite, tendre la toile. Il faut et vérifier la solidité des fils. Ça y est, la nuit est tombée. Tu vois, Midjela. Tirons, tirons, tirons sur les cordes. Enfermons-la dans la toile. Pagani s'envole au-dessus de nos têtes. C'est un bon présage. C'est un bon présage. Hein? C'est un bon présage.